Les entretiens de l'espace éthique, Île-de-France. Je me présente, je m'appelle Christophe Derys. Je suis directeur général d'un centre intercommunal d'action sociale dans le nord des Landes qui s'appelle le CIS Cœur Haute-Lande. Je suis également directeur délégué d'un EHPAD hospitalier et je suis enfin administrateur d'un groupement de coopération sociale et médico-sociale et à ce titre qui gère une MAIA. Voilà, le CIS Cœur Haute-Lande dirige, ou du moins a la responsabilité de 4 EHPAD, d'un SIAD, un service de soins infirmiers à domicile, et d'un service d'aide et d'accompagnement à domicile, ainsi que de 3 cuisines centrales pour le portage des repas, et enfin des hommes de toute main qui sont en charge de faire des petits travaux à domicile. Donc ce CIS a la particularité de gérer en amont de l'entrée en EHPAD l'ensemble des services à domicile, et puis donc les EHPAD, on va dire, en fin de parcours. Pour mieux comprendre en fait ma logique est une logique de bon sens. Il faut bien savoir que moi je ne suis pas issu du tout de ce milieu médico-social. Moi je suis un autodidacte. Je suis le fruit d'une reconversion professionnelle, puisque je viens du milieu de la finance. La recherche de sens, en général, qui vous prend à la quarantaine, m'a frappé aussi. Et je suis reparti dans un parcours d'apprentissage. Et je me suis toujours posé la question très simple, si moi demain j'arrivais à un EHPAD, qu'est-ce que j'aimerais y trouver? Et c'est ce qui a été le fondateur d'une démarche personnelle, avec une vie personnelle aussi où j'ai eu la position d'aidant. Comme souvent, ça questionne et on se dit qu'est-ce que je peux faire pour aider mon prochain. Après, j'ai eu la chance d'arriver sur un territoire empreint de bienveillance, y compris du secteur médical. Et j'ai trouvé des équipes tout à fait à l'écoute et en capacité de pouvoir appréhender le changement. Donc ça s'est fait comme ça, tout simplement. J'ai commencé à diriger un EHPAD et puis on a apporté le changement, on a commencé à changer les regards, à les faire, peut-être pas changer, mais évoluer. On a expliqué... il y a eu de la résistance, il ne faut pas se mentir, ça n'a pas été non plus le monde des bisounours. Mais j'ai appris quelques années plus tard que les professionnels du soin se sont dit on va lui montrer que ça ne peut pas marcher. Sauf que ça a marché. Aujourd'hui, c'est le regard de toute une équipe. Donc l'EHPAD n'est plus un lieu de soins, c'est vraiment une équipe dédiée à l'accompagnement. Nous sommes tous des aidants, de la secrétaire en passant par le cuisinier, par l'animatrice, par l'infirmier, par le directeur. Et preuve année que les formations d'accompagnement s'adressent à tout le monde. Donc tout le monde a la même acculturation de l'accompagnement. Donc la philosophie, la réflexion philosophique qu'il a fallu avoir en amont, ça aussi ça a été novateur parce qu'on a la confrontation de 2 temporalités qui ne sont pas forcément compatibles, c'est-à-dire l'immédiateté du moment, le soin au quotidien, le nursing, le repas du midi, tout en ayant une seconde temporalité qui est la temporalité du projet, qui est lui plutôt sur un temps long, qui nécessite une réflexion, un passage à l'écrit et qui est contre nature pour le professionnel du médico-social. Les apprentissages aussi du médico-social sont inhérents au sanitaire. Or, le sanitaire et le médico-social, ce sont 2 métiers qui ne sont pas forcément opposés, mais qui sont quand même qui ne sont pas les mêmes. Donc tout ce travail-là, il a fallu l'appréhender. La relation à l'aidant qu'il a fallu intégrer, c'est-à-dire que l'aidant était vu comme un empêcheur de tourner en rond, et encore là je fais soft, il a fallu l'intégrer dans le parcours de la personne qu'on accueillait, et ça a été quand même une révolution dans le secteur, sur notre territoire, et ce qui est très très frappant, et c'est l'exemple que je prends souvent, c'est que quand je suis arrivé, sur le repas de fin d'année, il y avait à peu près, en dehors des résidents, 10 à 20 invités.
Et aujourd'hui, comme on travaille l'entrée en EHPAD, non pas le jour de l'arrivée, mais bien en amont, on se retrouve aujourd'hui, on est passé de 15 à 80 personnes, on est obligé de limiter d'ailleurs les familles qui veulent participer. Mais aujourd'hui, voilà, les familles, les aidants, parce qu'il n'y a pas que des aidants familiaux, sont partie prenante du projet de la personne et sont devenus aujourd'hui de véritables partenaires de l'accompagnement. Ce qui facilite grandement le travail des équipes, où du coup les équipes, elles apportent une valeur ajoutée et ça nous permet même des fois de prendre des positions assez décoiffantes, où il m'est arrivé de recevoir des familles en leur expliquant que, parce qu'elles se plaignaient qu'il y avait un peu de poussière sous le lit, et je leur ai dit que nous, notre travail, c'était d'avoir une valeur ajoutée, et je leur ai demandé en retour à ce qu'ils voulaient nous aider, et bien sûr qu'ils ont voulu nous aider, donc je leur ai dit, continuez à faire un peu le ménage le week-end, ça nous aide. Et tout le monde s'est quitté avec le sourire, mais c'est vrai qu'il faut avoir une posture très solide pour pouvoir, et certaine du projet, pour pouvoir se le permettre, quoi. C'est vrai que je suis militant. Alors souvent, je prends le postulat du colibri de Pierre Rabhi. Donc on apporte notre couteau d'eau pour éteindre le feu de la savane. Moi, c'est une posture que j'assume complètement. Ça m'est effectivement arrivé d'avoir ces derniers mois plusieurs visites d'inspection de l'ARS sur soit des familles qui se questionnent, puisqu'il y a des établissements, ce que j'aurais dû dire d'ailleurs, c'est que le CIS Cœur-Haute-Hollande est né de loi La Nôtre, qui a fusionné 3 communautés de communes. Donc auparavant j'avais 2 EHPAD, aujourd'hui j'en ai 4 plus un 5. Et dans les nouveaux EHPAD qu'on a récupérés, il s'avère que il y a des familles qui se sont ouvertement, qui ont écrit à l'ARS, et donc on a eu des inspections de l'ARS. Et moi je leur ai, où effectivement on m'a clairement posé la question des procédures, des documents administratifs qui sont redondants. Et moi, j'ai une posture qui est très simple. Et je vais vous dire exactement ce que je leur ai dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, à un moment donné, j'ai eu un choix stratégique à faire, que j'assume, mais alors pleinement, personnellement, et que les élus que je représente assument aussi avec moi. C'est-à-dire que soit les moyens nouveaux que nous avions, nous les mettions à recruter des professionnels que j'appelle mon pied du lit à la porte du résident, soit nous prenions le parti d'avoir une armada d'administratifs derrière les ordinateurs à faire des protocoles, délivrer des cahiers à jour et répondre aux injonctions des autorités de tarification. J'ai pris le parti de la première option, et ce que je demande aux inspecteurs qui viennent, aux gens, c'est écrivez-moi de faire l'inverse. Et après, on en rediscute. Moi, je suis là pour m'occuper des gens. Si ça convient aux autorités de tarification, tant mieux. Si ça ne convient pas, qu'ils nous donnent les moyens de travailler correctement. Donc là aussi, on a des injonctions paradoxales. Faites de la qualité, mais évaluez votre quantité. C'est ça qui est terrible pour les équipes. Donc moi, je soutiens les équipes, je suis avec les équipes. Elles le savent, elles le rendent, elles sont impliquées dans la démarche. Et s'il y a des inspections demain, je les assume, il n'y a vraiment aucun souci. Mais ils le savent aussi, hein. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un discours, et puis il y a derrière ce qui nous est dit, où quand les personnes mènent des inspections, ils nous disent « qu'est-ce qu'on se sent bien chez vous ?» Moi, ça me suffit. Alors après, qu'il y ait un rapport de 4 pages, ou de 5 ou 6 pages, ou de 12 pages, qui m'explique qu'on n'a pas qu'on répond pas à la dernière circulaire, numéro 2022, article et alinéa lambda, ça ne me dérange absolument pas. Je l'assume, c'est un choix. Si ça ne convient pas, je laisserai ma place non pas avec plaisir, ça serait mentir, mais voilà, je crois qu'aujourd'hui, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut changer de paradigme. Le médico-social, c'est pas le sanitaire. Ce sont des lieux de vie. Dans nos EHPAD, il faut y mettre de la vie, hein. Comme j'expliquais hier, on a des poules, on a un jardin avec des tomates. Les poules, elles font des œufs. Avec les œufs, on fait des gâteaux. Et c'est les résidents qui les font, les gâteaux. Les tomates, c'est les résidents qui les cueillent, c'est eux qui les coupent, ils ramassent la ciboulette, ils mettent la ciboulette avec la salade de tomates, et le midi, ils font leur propre repas. Et ils mangent 2 fois plus quand c'est ça, que quand c'est l'EHPAD, même si c'est bon aussi à l'EHPAD, dans les EHPAD. Voilà, c'est vraiment un changement
de paradigme, encore une fois. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ces mêmes personnes qui viennent faire des inspections, demain me disent aujourd'hui, ça serait bien que votre culture médico-sociale, vous veniez l'expliquer au secteur sanitaire. Mais comme je dis absolument, je pense qu'il faut rester humble dans la vie. Je pense que voilà, chacun chemine à son rythme. Moi, je n'ai pas de culture à la base du médico-social. J'arrive avec un regard tout à fait neuf, presque vierge, si ce n'est que de porter un projet humaniste, voilà, qui est idéaliste, c'est vrai, mais qui est réaliste aussi par rapport aux contraintes et au cadre économique qui nous est fixé, quoi. Comment on fait qu'un projet marche ou qu'un projet ne marche pas? Le projet, effectivement, c'est bien joli d'avoir un projet, mais un projet, ça ne veut pas dire qu'il y a une réussite à la clé. Pour moi, un projet, c'est comme un professionnel. C'est 40% de matière et 60% de méthodologie. Si on dissocie les deux choses, ça ne marche pas. La méthodologie, c'est quoi? La méthodologie, c'est de répondre à un questionnement collectif. Parce qu'à partir d'un questionnement collectif, d'une réflexion qui est éthique ou philosophique, il y a inexorablement une implication collective. Et c'est ce qui va assurer quelque part la pérennité du projet. C'est-à-dire que si effectivement un seul homme porte un projet parce qu'il a eu tout d'un coup un flash ou une vision, il est fort à penser que demain, s'il n'est plus là, quid du projet. Et là, ça ne peut pas tenir. Donc c'est pour ça que moi, je ne crois pas, si vous voulez, dans l'homme providentiel. Ça a eu un temps, ça fait plaisir, ça flatte l'ego, mais lorsque nous montrons des projets, on veut les pérenniser. On a monté une expérimentation, on a répondu à un appel à projet EHPAD Centre Ressources pour mettre en place du baluchonnage. Ou le relayage, parce qu'il faut appeler ça comme ça, baluchonnage étant une marque déposée, donc le relayage. Et donc c'est une expérimentation de 3 ans, et là on s'est battu pour que ça soit intégré dans notre contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Donc ça va être, on va dire, intégré comme un projet à part entière, un service à part entière. Donc là on va dire, quand ça sera signé dans les mois à venir, c'est gagné, c'est quelque chose qui sera pérennisé. Après, aujourd'hui, le mode de fonctionnement économique fait que tous les projets qu'on met, la pérennisation justement économique, elle n'est pas du tout assurée. Parce qu'on appelle expérimentation aujourd'hui, là où hier, ce que je dis souvent d'ailleurs, c'est là où hier on répondait à un besoin. Aujourd'hui on expérimente. Bon, c'est très bien, mais il y a une incertitude. Mais l'incertitude, elle n'est pas dans le projet, elle est dans le modèle économique. C'est pour ça que nous, le baluchonnage, je n'ai pas voulu créer un service à part entière de baluchonnage. On l'a complètement intégré dans un projet de territoire avec une modélisation, un modèle économique lié aux EHPAD. Demain, le baluchonnage ne tient plus. Les gens sont rattachés aux EHPAD, ils ont encore du boulot demain, et on peut voir comment on peut faire perdurer une démarche certes différente, mais voilà, on a anticipé, parce que ça fait partie aussi de la réflexion d'un projet, c'est comment on anticipe. Moi, souvent, je me présente comme un gestionnaire de risques, mais ça, il faut les risques, c'est pas quand ils arrivent, quand ils surviennent, c'est en amont qu'il faut les anticiper. Demain, alors souvent, on dit, ouais, mais toi, tu es un visionnaire. Non, c'est pas ça. C'est quand on veut évaluer les risques, quand on veut mener un projet, il faut prévoir toutes les étapes du projet, y compris l'évaluation. Et dans l'évaluation, ça peut être une évaluation positive, mais ça peut être aussi une évaluation négative. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des gens, il y a des usagers, il y a des professionnels. Donc ça serait, pour moi, une faute professionnelle que de dire, voilà, c'est comme un club de sport où on joue la montée, mais si on descend, qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est tout à fait ça. Est-ce que la pérennité du club est assurée ou pas? C'est exactement la même démarche. Alors je fais souvent des parallèles avec le sport parce que c'est un milieu dans lequel j'ai évolué pendant des années, mais c'est tout à fait ça. Voilà, il faut mesurer le risque d'homme clé, ce qu'on appelle en économie le risque homme clé, et on va dire le risque économique de la persistance d'un projet, quoi. Voilà, mais moi je l'ai complètement intégré dans la démarche. Parce que le risque il est là, hein, c'est des questions qu'on me pose. Souvent, parce que quelque part, voilà, il y a quand même dans notre pays la culture du chef. Sauf que quand vous menez une forme de management qu'on appelle les organigrammes inversés, où le chef il est dessous pour porter les équipes et se retrouve au-dessus uniquement pour les protéger, c'est des modèles où ça surprend. Parce qu'on se retrouve dans une position de cadre ou d'encadrant par la compétence et pas forcément par le titre.
par rapport à la valeur ajoutée. Et ça, les cadres intermédiaires ne sont pas préparés à cette démarche-là, à se retrouver en transversalité totale avec les équipes. Voilà, donc tout ça se construit. Il ne faut pas croire que ça se fait, on va dire, comme je dis souvent, au doigt mouillé. C'est quelque chose qui est mûrement réfléchi. C'est des projets qui sont réfléchis 3-4 ans en amont, qui sont co-construits avec les équipes, avec les élus, avec les financeurs. Et une fois qu'on est bon, on y va. Parce que on a monté des projets qui n'ont pas abouti. Et ça génère une frustration énorme. Donc du coup, aujourd'hui, on a revu notre méthodologie pour justement intégrer toute cette dimension projet qui est de toute une construction lente. Alors c'est vrai qu'il y a un temps qui est long. Et souvent, les soignants sont, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, dans l'immédiateté de l'instant. Dans notre société, la notion de temps, elle a complètement disparu d'ailleurs. C'est-à-dire que le présent est déjà du passé, quoi. Et c'est tout ça qu'il faut arriver à reconstruire. Souvent, l'immobilisme fait penser aux équipes qu'on recule, alors que non, on stabilise. Donc un projet, moi, ce qui m'intéresse, c'est ne pas qu'un projet fasse à une ascension extraordinaire. C'est juste que, hop, on fait des steps, on évolue, on consolide et on pérennise. Voilà. Et là, la maîtrise du projet, elle est beaucoup plus viable à terme, quoi. Les équipes constituent la principale ressource de nos structures. Faisons-leur confiance, expliquons-leur le projet, clairement, expliquons où on va, comment on y va, avec qui on va y aller. Et les équipes, elles sont étonnantes de production d'idées. Elles ouvrent le champ des possibles et elles sont totalement impliquées. Moi, la particularité, en plus, c'est que je dirige effectivement 4 EHPAD territoriales et un EHPAD de statut hospitalier. Et ce qui est très étonnant, c'est que l'hospitalier qui avait la plus grande culture sanitaire, c'est celui qui a, de manière assez incroyable, a évolué et rentré dans le changement d'une façon, avec une force, et qui a vraiment fait évoluer ses pratiques. Et on le sait très vite, quoi. On avait du mal à remplir l'établissement, et aujourd'hui, on est comme les autres, on a une liste d'attente, les gens demandent à rentrer à l'établissement, dans cet établissement-là. Et ça, c'est tout à l'honneur des équipes d'avoir osé me suivre sur ce projet-là. Mais encore une fois, moi j'ai avancé en toute transparence. Les 2 autres sont aussi en train d'évoluer. Un, ça y est, il a engagé le changement. L'autre, l'histoire est plus compliquée de l'établissement parce que là aussi, on va pas faire des clones parce qu'un clone n'a pas d'histoire, n'a pas de gène. Nos structures, elles ont une histoire. Et ça, il ne faut pas l'occulter. Cette histoire, elle est plus ou moins prégnante. Mais on va y arriver. Moi, encore une fois, je suis un optimiste. On va y arriver partout. Alors après, comment effectivement on arrive à gérer. Je pense qu'il ne faut pas se mentir. Au bout d'un moment, il faut travailler avec des gens qui nous ressemblent, quoi. Ça, c'est évident. Donc oui, dans les établissements, j'ai changé l'ensemble des directeurs adjoints. J'ai recruté par circonstance. Soit des départs à la retraite, des gens qui n'adhéraient pas forcément au projet, parce qu'après tout, s'occuper des résidents, c'est pas la finalité de tout le monde. Donc j'ai recruté sur les 5 EHPAD, 4 nouvelles infirmières co, il n'y en a qu'une seule avec qui je travaillais avant qui est restée. Donc ça c'est voilà. Et aujourd'hui on a changé l'équipe de direction, donc on commence par ça. On utilise, on se sert, on va dire, des éléments pareils de départ à la retraite, de déménagement, de mutation pour pouvoir recruter des personnes qui sont dans la philosophie qui est la nôtre. Et une fois qu'on a un encadrement intermédiaire, on y va et on fait confiance. Moi, je fais confiance. D'abord, je fais confiance. Après, je suis proche des équipes et ça, c'est un vrai défi. Je ne suis pas dans ma tour d'ivoire. J'avais un mentor avec qui j'ai commencé dans ce métier-là il y a un peu plus de 10 ans, qui s'appelle Paul Caha, et qui me dit toujours il faut rester bien ancré auprès des équipes, c'est-à-dire côtoyer les aides-soignantes, faire le tour, aller en cuisine, savoir comment ça se passe, pour s'imprégner, garder ce lien-là. Et le deuxième défi, c'est d'être en contact avec les résidents et les familles. Et ça, moi, je l'ai gardé. C'est vrai que ça fait des journées un peu longues,
Mais ça, je ne passerai jamais à côté de ça, parce que tant que vous avez ce lien-là, ça démystifie. Et puis le fait de ne pas être en costard-cravate fait que vous êtes vu comme quelqu'un de tout le monde, accessible, vous n'avez pas de barrière de bureau. Moi, je discute avec les résidents. Quand c'est bon, ils le disent. Quand c'est pas bon, ils le disent aussi. Quand c'est pas propre, ils savent le dire. Et ça, ce lien de confiance-là, il est très important. Et c'est ce qui permet on va dire, de pouvoir diriger. Après, souvent, ce sont des directeurs qui arrivent, c'est des premiers postes. Ce sont des gens qui sont souvent venus faire des stages chez nous en Master 2, donc ils demandent à revenir chez nous, parce qu'ils savent quelle est la philosophie de la maison. Et ce qui fait que voilà, donc on a après, on est toute une équipe de direction qui fait que, et on travaille en confiance depuis maintenant des années. Cette équipe qui m'entoure, ce staff, il me ressemble. On se fait confiance. On se dit quand ça va pas. On se dit quand ça va, mais il n'y a pas de filtre. Et ça, c'est très important, quoi. C'est pas facile d'entendre qu'on a déconné ou qu'on s'est trompé, mais voilà, tout le monde accepte. Hein. Voilà. Il n'y a pas de volonté hégémonique, tout le monde sait quelle est la position de tout le monde, de chacun, et ça marche bien. Et jusqu'à présent, parce qu'il y a effectivement les 5 EHPAD, mais il y a tout le pôle domicile. Et puis il y a une chose aussi qu'il a fallu intégrer dans le médico-social, c'est la culture de l'échec. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est... c'est-à-dire que si ça ne marche pas, c'est parce qu'on n'est pas bon. Il y a cette volonté de toujours tout réussir, de répondre à tout. Sauf qu'il a fallu justement intégrer cette culture de l'échec et à dire, des fois ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Et si ça ne marche pas, c'est pas parce qu'on n'a pas été bon, qu'on est même mauvais. C'est juste que le projet qu'on a mené n'était peut-être pas adapté à la situation. D'où le fait de ne plus utiliser le mot problème, par exemple. C'est symptomatique. Moi, je ne veux plus entendre le mot problème, parce que le mot problème, moi, ça me stresse. Parce que je vois des difficultés tout le temps. Donc, les équipes, quand elles viennent me voir maintenant, on est dans une démarche de questionneur. Parce qu'à une question répond une réflexion des propositions, de propositions, de décisions, d'actions et d'évaluation. Voilà. Et donc tout ce cheminement qui est un cheminement projet, on le fait pour la plus petite chose. Alors des fois c'est des temps très courts, des fois c'est des temps plus longs, mais on est donc du coup il y a beaucoup moins de stress. Il y a in fine beaucoup moins il y a moins d'absentéisme qu'ailleurs. On vit son quotidien de façon beaucoup plus facile. On est capable, à partir d'un programme de formation très costaud, parce que là aussi, nos tarificateurs ont oublié cette notion essentielle de coût évité, c'est-à-dire que c'est pas rien, quoi. Moi aujourd'hui, j'ai un chargé de formation en interne qui s'est spécialisé dans un progiciel de soins. Celui qui a fait le fournisseur du progiciel de soins, il vous facture 1 000 € la journée de formation. L'année dernière, il en a eu 152. Le fait d'avoir formé quelqu'un en interne qui soit expert en la matière, il m'a coûté 45 000 €, il m'en a fait économiser 150. Net, j'ai un coût évité de 105 000 €. Et en plus, je diminue l'absentéisme. Et en plus, je sécurise le circuit, le parcours de la personne au sein de la structure. Donc tout ça, c'est les coûts évités que les tarificateurs oublient aussi. Donc tout ça pour dire que tout ça mis bout à bout fait que plutôt ça se passe bien, que j'ai une vision à peu près juste de ce qui se passe, tant à domicile qu'en EHPAD. Je fais confiance à mes équipes, j'ai de super équipes, je reconnais que... Voilà, mais je pense aussi qu'on crée son environnement, quoi. C'est la qualité du projet que nous avons collectivement mis en place, fait qu'on attire des gens bien, et que ça se passe quand même plutôt pas mal. Après, voilà, des fois c'est compliqué, parce que certains sont plus en avance que d'autres. Mais bon, il faut calmer aussi les ardeurs des uns, des autres, mais plutôt ça se passe quand même plutôt bien. Il y a surtout ma culture sportive fait qu'il y a une solidarité très forte entre les équipes, entre les directeurs adjoints, entre les IDEC, voilà, les infirmières coordinatrices, pardon. Ce lien-là, on est vraiment une équipe, parce que je dis toujours, moi, un proverbe africain, c'est tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et l'intérêt, c'est d'aller loin, d'aller ensemble, et ça se passe plutôt pas mal du tout. Je me plains pas. Alors, comment on se retrouve dans ce milieu-là? C'est vraiment une question de rencontre. Comme souvent la vie, vous avez un destin qui est écrit et vous rencontrez des personnes, en ce qui me concerne, Paul Carrère, qui font que
Après, j'ai toute une famille, j'ai un frère, etc., qui est dans le sanitaire, qui a de santé, etc., qui m'avait dit, quand je lui ai dit, tu sais, on me propose d'être directeur des EHPAD, il me dit, vas-y, tu vas t'éclater. Et c'est vrai que ça a été un pari risqué, c'est vrai. Mais ça a été vraiment, je ne peux pas expliquer qu'il y ait quelque chose de subjectif dans ce parcours. Après, il y a un investissement parce que, après, c'est un projet de famille aussi. Il faut pas l'occulter. Moi, je rends hommage vraiment à mon épouse qui a dit, ben, vas-y, je te suis. Mais ça veut dire qu'il a fallu qu'après le travail, ben, je fasse un Master 1. Puis j'ai fait un Master 2. J'ai fait un deuxième Master 2 récemment sur Montpellier. J'ai fait Rennes. J'ai fait beaucoup de choses. Ça a été un investissement énorme. Des heures où il ne faut pas les compter. Il faut par moment, on a l'impression de mettre sa vie en parenthèse, et puis c'est pas qu'une impression, c'est une réalité. Mais voilà, je me dis aussi que si moi je le fais pas, le combat que je mène quelque part, personne ne le fera. Donc j'essaie aujourd'hui, petit à petit, à travers des journées comme les journées éthiques, et je vois que petit à petit ce qu'on réalise porte ses fruits, ce qu'on fait. Tout le côté novateur de l'approche que nous avons, avec une approche sur les émotions avec Marianne Hartmann, la musique des gestes et des mots, quelque chose de très novateur, qui est un outil complémentaire pour les équipes. Tout ça, aujourd'hui, ça parle. On rayonne maintenant au niveau de la région, puisqu'on est sollicité par des écoles, etc. Et je me dis que j'ai eu raison de le faire. Alors oui, c'est un investissement de fou, c'est vrai. Il faut lever le pied. Mais bon, j'ai du mal. Voilà, je lèverai le pied un jour. Mais pour l'instant, une fois que l'équipe sera à maturation, on verra, on réfléchira. Mais comme j'ai encore plein de projets à faire sur la prévention, sur les aidants, on a plein de projets en cours aujourd'hui. Et puis là, quelque chose qui vraiment me préoccupe, vraiment, c'est la qualité de vie au travail. Donc là, on est en train de répondre à un appel à projet. Je m'étais engagé au niveau des équipes à faire tout ce qui est bien-être au travail, tout ce qui est, le faire pour les résidents et le faire aussi pour les équipes. Et c'est passionnant. Dans mon ancien métier, j'ai pu intervenir pour changer le destin, enfin, l'avenir des gens. Là, je peux le faire aussi d'une manière encore plus directe. Et donc, je le fais, mais je ne regrette pas mon choix.